Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Vous avez déjà sûrement entendu autour de vous quelqu'un se déclarer nul en maths. On parle ce matin du désamour des Français pour la matière. Année après année, étude après étude, la tendance se confirme. Le niveau des jeunes Français baisse inexorablement en mathématiques. Comment cela s'explique? On en parle dans quelques instants avec mes invités. Mais d'abord, je vous propose d'aller retrouver Evan. Evan qui nous emmène ce matin à Plougoum-Melaine. Evan. Eh oui, Anne Fanté, bonjour à vous à la maison. Nous sommes à 2 pas du golfe du Morbihan sous un beau soleil. Et avec Fabrice et Hervé qui sont derrière la caméra, on a eu envie de passer la matinée chez une horticultrice dans des pépinières, dans des serres. Alors bonjour Gwenan. Bonjour Evan. Alors Gwenan, Evan, si vous aviez un doute, oui, nous sommes bien en Bretagne. Vous êtes les spécialistes de la plante vivace. Combien de variétés est-ce que vous avez ici? Alors effectivement, on est spécialiste avec plus de 600 variétés de plantes vivaces différentes. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais on en fait. Vous faites aussi de tout ce qui va être fruits, légumes. On va faire des annuels, des bisannuels, du plant de légumes, de l'aromatique, du petit fruit. On fait un peu de tout effectivement. Alors on va passer un petit peu de temps avec vous ce matin, parler aussi du contexte assez particulier pour la filière. Qu'est-ce qu'on fait quand on est horticulteur, horticultrice en hiver? On a du pain sur la planche? Oui, tout ne s'arrête pas pour nous. Le printemps arrive à grands pas, donc nous sommes en préparation depuis des mois déjà. Tout ce qu'on voit là autour de nous, c'est des plantations de fin d'hiver, fin d'automne, début d'hiver, pour préparer le printemps. Ah oui, donc ça s'anticipe avec presque un semestre d'avance, voire carrément une année. Voilà, pour certaines plantes, c'est une année, pour d'autres, c'est 6 mois, mais ça reste donc des temps de préparation assez longs pour pouvoir être prêt, parce que le printemps, ça va représenter en quelques mois 50 à 80% de nos ventes. Donc on imagine l'impact du confinement l'année dernière, on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Alors ici, on ne peut pas toutes vous les montrer, mais il y a combien de serres? Au moins 8? Oui, alors là c'est la plus grande serre. On en a 2 espaces comme ça, et après on a plein de petits tunnels un peu partout avec des espaces différents, des serres plutôt d'ombre, des serres où il y a plus de chaleur, plus de soleil, en fonction des besoins de chaque plante. C'est quasiment 1 million de plantes que vous produisez ici chaque année. On les retrouve où? Alors c'est plus d'1 million de plantes, 1 million de vivaces et puis 300 000 autres plantes. Donc on les retrouve où? Soit dans les jardineries, on va dire Bretagne, Normandie, à travers un groupement, et puis jusqu'à Bordeaux. On travaille avec Vivaplante, un groupement qui vend donc chez les différentes toutes les grandes enseignes. Et puis on a aussi de la vente en direct, qui représente une belle part aujourd'hui de nos ventes. Donc on a un point de vente direct ici même à Plougoum-Melaine. Et alors ce que le grand public ne sait pas, c'est que vous cultivez toutes ces plantes selon une charte qui vous engage envers l'environnement, une charte hyper stricte mais qui est très peu connue. Mais du coup, vous allez pouvoir nous en parler un petit peu, c'est le moment. Oui, alors on a une charte donc MPS. C'est une charte européenne avec des contrôles réguliers. Alors les contrôles se font sur les produits phytosanitaires, sur les consommations d'énergie, qui sont enregistrées tous les mois, et avec des audits régulièrement. On est depuis 10 ans avec la note maximale A+. Donc vous êtes les premiers de la classe, quoi. Oui, c'était important pour nous de faire attention à nos consommations de produits phytosanitaires. On essaye de pratiquement les éliminer. La gestion de l'eau de pluie, on récupère toutes nos eaux de pluie, toutes nos eaux d'arrosage pour être quasiment autonome en eau. La vivace, comme son nom l'indique, c'est une plante qui résiste bien, qui n'a pas besoin de beaucoup de chaleur, donc on a très peu de consommation d'énergie aussi. On a beaucoup de plantes qui peuvent survivre sans problème à des températures fraîches. On va continuer d'en parler. Oui. Je suis désolé, je me coupe, mais ça y est, notre temps est écoulé. Et puis moi, je vais en profiter pour faire un petit peu de bouturage avec ma petite pelle que j'ai amenée exprès de la maison. Non, plus sérieusement, on va aller voir les vrais produits bouturage qui font ça toute l'année. Elles vont vous expliquer leur métier dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. Ça marche, Evan, à tout à l'heure. Et je vous le disais au début de l'émission, on reprend ce matin le chemin des classes pour parler mathématiques. Et je peux vous le dire, ce n'est pas l'amour fou avec cette matière. Tu peux aider Théo pour les maths, je comprends rien. Ah non, je suis nulle en maths. Paradoxe, alors que la France partage avec les États-Unis la première place pour le nombre de médaillés Fields, la prestigieuse distinction qui honore les meilleurs mathématiciens de la planète, année après année, le niveau en maths des élèves français baisse dans tous les classements internationaux. L'Hexagone fait même figure de cancre.
Dans l'Union européenne, la France est classée dernière pour les mathématiques en CM1 et avant-dernière pour les classes de 4e. Aujourd'hui, un élève sur 4 au collège est en difficulté en maths, contre 1 sur 6 en 2008. À l'évidence, l'enseignement des maths dans notre pays est peu performant pour l'ensemble des élèves. Plusieurs explications ont été avancées. En primaire, la majorité des enseignants est de formation littéraire. Du coup, l'apprentissage des bases serait trop fragile pour les élèves. Dans le secondaire, à cause de salaires très faibles, l'éducation nationale peine à recruter et accorderait trop peu de temps à la formation des professeurs. À cela s'ajoutent de multiples réformes qui brouillent l'enseignement de la matière. Bref, pour les maths, on n'a pas trouvé la bonne formule. Difficile équation donc. Et on en discute ce matin avec Younes Messoudi. Vous êtes professeur de maths à l'Estaca, école d'aéronautique, et vous avez lancé votre plateforme G20 en maths. Magali Pantier, vous êtes directrice de l'école informatique EPSI et vous faites du soutien scolaire en maths. Bonjour à tous les deux. Alors on vient de le voir, les Français boudent les mathématiques, le niveau baisse inexorablement. Les études le montrent chaque année. C'est une situation préoccupante, Younes Messoudi. Alors effectivement, déjà bonjour à tous. Effectivement, c'est un peu préoccupant, sachant que avec les réformes qui se succèdent, effectivement, en fait, on se retrouve à avoir aujourd'hui même des gros soucis au niveau lycée. Donc la réforme PISA montre les soucis au collège, et là, on va commencer à voir que les soucis vont se déplacer au niveau lycée. Et en fait, vous avez bien axé. En fait, Monsieur Villani avait donné un rapport en 2018. En fait, indiquant qu'il fallait peut-être former de manière beaucoup plus forte les profs au niveau primaire. Donc c'est ce qui a été fait, parce que depuis 2019, avec l'INSPE, donc le nouvel institut pour gérer les profs, eh bien en fait, on leur a mis plus de mathématiques. Donc aujourd'hui, il y a plus de formation, donc on espère que ça va porter ses fruits. Qu'est-ce que ça se traduit à ces mauvais résultats pour vous, Magali Pantier, qui faites du soutien scolaire depuis 2007 ? Alors, vous pouvez répéter la question ? Qu'est-ce qui traduit ces mauvais résultats ? Qu'est-ce qui traduit ces mauvais résultats ? Aujourd'hui, je pense que les jeunes n'ont pas assez confiance en eux. Effectivement, il y a, comme le disait Younes, toute la partie prof qui joue un rôle prépondérant dans la réussite de nos jeunes. Mais il y a aussi l'existence de cette pression au niveau des mathématiques avec la filière de l'excellence. Et je pense qu'effectivement, on a des jeunes qui se mettent une pression alors qu'ils sont tout à fait capables, mais n'y arrivent pas et ne comprennent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit travailler sur vraiment la méthodologie et le fait de apprendre à apprendre. Ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Et en 13 ans de soutien scolaire, ce sont toujours les mêmes demandes de vos élèves ? Est-ce que ce sont les mêmes lacunes qui reviennent ? Alors oui, moi, je ne vois pas de différence. Aujourd'hui, généralement, quand on m'appelle, les jeunes, c'est je suis nulle en maths, j'y arrive pas, je comprends rien, j'aime pas mon prof, ou alors à quoi ça sert les maths, je comprends, enfin voilà, autant de justifications. Et moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est vraiment de pouvoir leur donner des billes et de leur faire aimer les maths et surtout de leur faire comprendre. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, je sais pourquoi je le fais. Et l'idée, c'est pas d'appliquer bêtement les formules ou les définitions qu'on a tendance à rentrer dans le cerveau absolument. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre. Pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite. Et ce désamour, il vient de quoi, selon vous, Younes Messoudi ? C'est la matière qui est exigeante, comme le disait Magali, c'est la pression du résultat. Et parfois aussi, ça vient du prof. Alors en fait, pas nécessairement du prof. En fait, je pense que ça vient de plusieurs éléments. La première, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les élèves, d'année en année, ils accumulent des petites lacunes qui commencent à grandir de plus en plus. Et à un moment donné, on arrive sur des points de non-retour. Et ce point de non-retour, pour les jeunes, se traduit par un dégoût de la matière. Aujourd'hui, il y a une étude qui a montré que le niveau des élèves aujourd'hui de 4e est le niveau de 5e de 1995. C'est-à-dire en fait qu'on a quasiment perdu une année scolaire, parce que de petit bout par petit bout, d'année en année, on perd un peu le rudiment. Et en fait, ce qui est important, et je souligne ce qu'a dit Magali, c'est donner confiance aux jeunes. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui n'aiment pas les maths, parce qu'en fait, ils n'y arrivent pas. Mais en fait, ils n'y arrivent pas parce que les lacunes viennent d'avant. Ensuite, le prof, lorsqu'il fait cours, il a des classes qui ne sont pas homogènes. Et donc, c'est très compliqué pour lui de pouvoir amener tout le monde au même niveau. Et donc, je pense qu'il faut donner confiance à l'enfant. Et je vais peut-être me fâcher avec certains profs, mais je pense qu'il faudra aujourd'hui
permettent à certains élèves de pouvoir redoubler, parce qu'aujourd'hui on ne redouble quasiment plus au niveau scolaire. Et ce désamour, il commence dès le plus jeune âge? Je pense qu'en fait, aujourd'hui, ça se marque de manière beaucoup plus criante en 4e. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle, on change de cycle. Donc en fait, CM2, 6e, 5e, c'est quasiment la même chose. On monte en puissance un peu. Mais en 4e, on change de cycle. Et là, on les fait plus raisonner. On est sur des compétences de raisonnement, de recherche. Et ils n'ont pas encore très été habitués par rapport à ça. Est-ce qui peut expliquer un peu leur... Et il y a des inégalités filles-garçons? C'est des choses que vous constatez ou pas? Moi, réellement, je ne le constate pas. Parce qu'en école d'ingénieur, nos filles, elles sont assez percutantes et elles marchent bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de filles qui s'orientent vers le scientifique parce qu'on rabâche souvent, c'est des métiers d'hommes, alors que non, on a besoin d'ingénieurs et de manière générale, de femmes scientifiques, c'est très important. Et de votre côté, en soutien scolaire, plus de filles ou de garçons qui vous sollicitent? C'est à peu près équivalent. Après, je pense que... Alors, il n'y a pas d'inégalité dans la capacité A, mais je pense qu'il y a une inégalité sur l'estime de soi au niveau des jeunes filles, c'est-à-dire un manque de confiance. Elles pensent qu'elles sont peut-être moins douées que les hommes dans les matières scientifiques. Et ça, je pense que c'est plutôt une inégalité par des stéréotypes qu'on vit au quotidien. Et personnellement, est-ce que vous avez été bonne en maths? Alors non, j'ai pas toujours été bonne en maths. Par contre, j'ai toujours apprécié la matière. J'ai eu un creux entre la 4e et la terminale. Justement, on parlait de 4e parce qu'effectivement... J'apprenais, je connaissais mes définitions, je connaissais mes formules, mais je ne comprenais pas pourquoi je les appliquais. Et arrivé en terminale, j'ai décidé de changer ma manière de travailler et de comprendre les choses, de savoir si je fais ça, pourquoi, comment j'applique. Et après, j'ai eu une progression spectaculaire. Je me suis retrouvée première de la classe. D'accord. Donc ça, c'était en terminale. Et après, dans mes études supérieures en informatique, j'étais toujours la première de la classe également. Et je crois que pour la petite histoire, vous avez été l'élève de Younes. Mais Younes, quand vous dites que vous êtes professeur de maths, c'est vrai que ça ne fait pas rêver. Enfin, les gens disent « Ah bon En fait, moi, pour moi, c'est un métier extraordinaire. Parce que ça donne, en fait... le mot que j'aime entendre chez un jeune, quand il va vous dire c'est facile, ou j'ai compris, on va voir ses yeux pétillants. C'est un métier qui est, en fait, être professeur, c'est avant tout vraiment aimer transmettre. Si vous faites, moi j'entends des copains qui disent ouais, t'as les vacances, c'est pas question de vacances qu'on va avoir, c'est vraiment, viens t'occuper d'une classe pendant 1 heure, leur transmettre des informations et puis les gérer, c'est pas très facile. Moi j'ai la chance d'enseigner en sup, donc c'est pas du tout le même public qui est beaucoup plus volontaire. Mais effectivement, en fait, il faut donner confiance. Faut donner goût à la matière aux jeunes. Et les maths, en fait, de manière générale, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que, comme vous le savez tous, en première, il n'y a plus de mathématiques. On peut ne plus choisir la mathématique. Donc déjà, le PISA indiquait qu'on n'était pas très bon. Si aujourd'hui, avec la réforme qui est faite, nos jeunes ne font pas mathématiques en première, eh bien, ça risque d'augmenter un peu les difficultés. Alors, j'entends dire, oui, il n'y a pas que les maths dans la vie, mais les maths, c'est comme la philo, ça structure l'esprit, comme toutes les matières, en fait. Mais dans tous les métiers aujourd'hui du public ou quoi que ce soit, vous faites des concours, vous allez avoir une épreuve de mathématiques. Donc c'est un peu surprenant de ne pas avoir fait des maths à partir de la première. Moi j'ai une explication qui peut être rationnelle ou non. C'est qu'aujourd'hui le nombre de personnes qui préparent le CAPES est en dessous du nombre de postes. Donc en fait on n'arrive pas à recruter énormément de profs de maths. Et tout simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, un jeune qui sort Bac plus 5 avec des compétences scientifiques, il peut faire data scientist, il peut travailler ingénieur. Et avec des salaires qui vont peut-être faire rêver, alors que le prof de maths aujourd'hui... C'est pour ça qu'on a du mal à recruter, je pense que notamment. C'est une des explications. Alors on va écouter maintenant ce témoignage de Catherine. Faire aimer les maths à mes enfants, déjà amener la notion de manière concrète et la travailler par le jeu, tout simplement que l'enfant se rende même pas compte finalement qu'il travaille, en jouant à la marchande, en faisant un gâteau, en partageant un goûter d'anniversaire... Et puis après, quand ils grandissent, leur amener la notion comme quelque chose d'utile. Une fonction affine, c'est jamais qu'une proportionnalité, donc c'est le cas quand on va acheter des fraises, par exemple. Donc dédiaboliser au maximum les choses et jouer, montrer que c'est rigolo et que c'est utile au quotidien. Magali, j'imagine que vous partagez l'avis de Catherine. Il faut une application concrète, c'est indispensable. Oui, il faut aujourd'hui, que ce soit n'importe quel niveau, collège, lycée, il faut que le jeune puisse savoir à quoi ça sert. C'est vrai que moi, je rejoins beaucoup sur l'utilisation des exemples.
Quand on apprend par exemple un cube, quand je suis sur des soutiens scolaires, on va prendre la pièce. La pièce, ça peut être un cube. Et donc, on va arriver à mieux matérialiser ce qu'on demande. Donc, effectivement, ça, pour moi, c'est primordial de mettre vraiment la cohérence de la vie quotidienne dans les mathématiques. J'ai l'impression que c'est plus compliqué dans le niveau supérieur. On va écouter ce témoignage de Victor. Les maths, ça a toujours été une longue histoire de désamour. J'ai jamais été un très bon élève. J'ai eu 3 au bac d'ailleurs. Et non, ce qui m'a toujours un petit peu rebuté des mathématiques, c'est le fait que je n'arrivais pas forcément à trouver ça utile dans ma vie future. Je savais qu'en utilisant un compas, ça allait pas m'être bénéfique pour ma vie future. Pareil pour un rapporteur, pareil aussi pour les identités remarquables, les racines carrées. Bon, et du coup, la question que je pose, c'est comment intéresser nos enfants, nos élèves aux mathématiques, comment en fait rendre les mathématiques utiles aux yeux des élèves. C'est vrai que moi-même, je me suis parfois posé la question, quel est l'intérêt d'apprendre le théorème de Pythagore ou de Thalès? Comment on fait pour rendre ça intéressant? Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui se posent la question, pourquoi, à quoi ça sert? En fait, même si on va leur répondre, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, on est sur un plateau télé. J'ai un micro qui est en face de moi, j'ai de la lumière en face de moi. S'il n'y avait pas eu des maths derrière, on ne pourrait pas faire ça. Alors, vous n'allez pas pouvoir les utiliser dans la vie de tous les jours. Mais si vous faites des soldes, il y a des pourcentages, ça marche. Si on veut la règle de 3, ça marche bien aussi dans le quotidien. Ouais. Tout ce que l'on veut, par exemple, si on veut tapisser un mur avec une tapisserie, comme un mètre carré, il faut des surfaces. Ok. Mais si on n'avait pas eu, par exemple, comme vous parlez, le théorème de Pythagore, aujourd'hui, on n'aurait pas de maison. Si on n'avait pas un truc, aujourd'hui, les jeunes, ça va leur parler. Vous jouez tous à FIFA. Ils ont tous une console. Si je vous dis les chaînes de Markov, tout ce qui est analyse stochastique, ça vous dit rien. Non. Mais si tu appuies sur le bouton A, tu fais une passe à ton copain qui est en train de jouer, c'est parce qu'il y a eu un processus markovien qui va permettre de faire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il faut essayer en cours de pouvoir donner des exemples aux élèves. Alors, je pense qu'il faut essayer de le faire de manière très simpliste. Et un très bon exemple, c'est de le faire sous forme de jeu, ou même sous forme d'énigme. En fait, introduire des notions, non pas de manière théorique comme on a pu le faire, mais essayer de leur amener sur des jeux, sur de la découverte pour pouvoir leur donner un peu d'appétence. Mais globalement, il y a des fois, si tous les gens avaient eu ce raisonnement à quoi ça sert les maths, aujourd'hui, je pense qu'on serait encore à l'âge de pierre. Grâce à tous ces super découvertes de formules, de théorèmes qui nous ont permis aujourd'hui. Des mathématiciens qui travaillent au quotidien. Bien sûr, aujourd'hui, vous allez au Leclerc, vous payez avec votre carte bleue, il y a de la cryptographie. Vous partez du point A à un point B pour aller avec un GPS, un algorithme de Dijkstra. Donc en fait, les maths derrière, c'est inhérent, ça apparaît sans que vous l'utilisiez. Mais c'est aussi de la formation de l'enseignant. Si on est curieux à donner des exemples. Si on fait des dérivés, parlez-leur de l'espace, parlez-leur d'un orbite, d'un satellite. Donnez-leur des exemples pour qu'ils comprennent c'est quoi un vecteur vitesse. Essayez de leur parler pour qu'ils ne fassent pas que apprendre. Parce qu'apprendre, ça ne sert strictement à rien, il faut comprendre. Et ils vont peut-être se l'imager avec des notions. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir notre interlocuteur un peu plus tôt. On lui aurait fait découvrir les maths et il aurait été moins rebu. C'est pour ça que vous avez lancé aussi cette plateforme G20 en maths. Alors en fait, aujourd'hui, la plateforme G20 en maths, elle a été conçue dans le sens pour vraiment donner confiance à l'élève. C'est une plateforme qui est vraiment très simple. Aujourd'hui, à tous les niveaux du lycée et même du collège. Mais en fait, quand vous prenez une notion, je commence à commencer par des choses très basiques. En fait, je prends la base. Je veux que l'élève il maîtrise la base à travers une vidéo et à travers des exercices. Et les exercices sont corrigés et puis on monte en puissance. Et en fait, quand l'élève réussit à faire un exercice, il a un biceps, il a 2 biceps. En fait, il est un petit peu gratifié. Il prend confiance en lui. Et si vous donnez de la confiance, c'est vraiment intéressant. Et c'est des plateformes qui remplacent pas le prof. Parce que là, j'ai des collègues qui doivent regarder, ils disent, attends, j'ai 20 en maths, tu vas pas me remplacer. Je vous cherche pas du tout à vous remplacer. C'est juste aujourd'hui, avec l'ère du digital, c'est un complément si l'élève il est proactif dans sa formation. Alors une dernière question, il reste une poignée de secondes, Magali. Pour faire de l'informatique, est-ce qu'il faut être bon en maths? Alors, pas forcément. Je pense qu'on confond souvent informatique et mathématiques. Ça dépend vers quel type d'informatique on se dirige. On parlait tout à l'heure de cryptographie, donc là, forcément, ça utilise les maths. Mais par exemple, si on veut être développeur, on va plutôt devoir être logique, avoir un bon raisonnement, ce que favorisent les mathématiques et ce que favorisent aussi d'autres matières. Mais pas d'inquiétude, pas besoin d'être bon en maths pour aller en informatique. En tout cas, vive l'informatique. Merci à tous les deux. On arrive au terme de notre dossier du jour. Merci pour vos éclairages. Allez, on file retrouver Evan qui s'est rendu ce matin dans une pépinière. Et oui, ici à Plougoumelen, Enfantais, Béatrice et sa collègue mettent en bouture pas mal de pots. Béatrice, j'ai amené ma petite griffe, vous voulez un coup de main? Vous ne vous y attendiez pas à celle-là. Non. Expliquez-nous ce que vous faites ici. Là, je divise des iphéons. C'est une plante vivace qui revient tous les ans. Ça sent l'ail. Ça sent l'ail parce que c'est un bulbe qui sent l'ail.
Donc en fait, vous les avez laissés proliférer. Et puis oui, là, vous ça, êtes en c'est train... des plants de l'année dernière qui ont 1 an à peu près, qu'on redivise cette année pour que ce soit prêt pour l'automne, pour être vendu à l'automne. Et alors on voit, je me permets, les mini bulbes. Vous faites ça toute l'année, les boutures? On fait toute l'année des boutures, mais on sort chercher nos boutures dans les serres. Mais on fait pratiquement que ça toute l'année. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? 32 ans. Et vous adorez, j'imagine, parce que vous en parlez bien. Voilà, exactement. Ça fait plaisir. Non, mais merci beaucoup, en tout cas. Je vous laisse ma griffe au cas où. Voilà. Allez, on va retrouver Gwenan, puisque on passe la matinée avec vous ici à Plougoumelen. Gwenan, il faut anticiper vachement à l'avance, finalement. Le bouturage, c'est quasiment quoi, 6 mois d'anticipation, 1 an? 6 mois, 1 an en fonction des différentes plantes. Effectivement, nous, on est en plein printemps en train de vendre, qu'on est déjà en train de réfléchir à l'automne et au printemps suivant. Donc beaucoup d'anticipation. Alors justement, les petites boutures qu'on a vues, elles sont mises. Ensuite, on va avancer dans cette serre. Une serre où il fait bon? Oui, parce qu'il y a un chauffage au sol. D'accord. On va appeler ça la maternité. En fait, c'est là où les petites plantes, une fois qu'elles sont bouturées, donc en plaques, restent ici le temps qu'elles commencent à raciner. Et alors c'est marrant, elles sont toutes identifiées par un sort de, je me permets, par un petit sort de code barre. Il y a un code avec le nom de la plante, le numéro de la plante et puis la semaine où ça a été fait. Ça vous permet aussi de les retrouver parce que, mine de rien, sur les 1000 variétés qui poussent ici... On ne peut pas tous les connaître par cœur, donc on est obligé de faire comme ça. Elles vont rester combien de temps dans cette serre? Certaines, c'est quelques semaines en général. Quelques semaines. Et alors ensuite? Et ensuite, elle passe on va passer dans la serre d'à côté où Fabrice va en marche arrière. Voilà, la caméra va évidemment se prendre le mur. C'est ça la magie du direct. Alors ici, c'est plus chauffé? Alors c'est une serre plus fraîche pour que les vivaces durcissent avant d'être prêtes pour les boutures, pour le rempotage. Donc voilà, des petites boutures là qui sont bien racinées. Ah oui. On les voit bien. Et c'est vous qui faites le rempotage? Et le rempotage est fait ici par une équipe de salariés. Une grande partie est faite en machine. D'accord, heureusement. Une machine qui remplit de terreau et ensuite tout ce qu'on voit ici là, va être rempoté dans les semaines qui viennent, là, dans les 2-3 semaines qui viennent. Ah oui. On a tout ça à faire. Bon alors j'ai ma grand-mère dans l'oreillette qui me demande Non, c'est pas vrai. Qui me demande mais quand même des petits conseils pour s'occuper au jardin en hiver. S'il fait beau le week-end prochain, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire dans son jardin à cette période de l'année? Alors souvent, on l'a laissé un peu en friche. Donc le printemps va vite arriver. Alors c'est le moment de s'y mettre, là, de retourner le jardin, de le nettoyer, de le préparer en fait, de l'amender aussi si on a un compost par exemple, on peut en rajouter. Donc c'est le moment de le préparer parce qu'on va bientôt être prêt à planter. Dès février-mars, on peut commencer à planter les vivaces et tout ce qui est arbres et arbustes. Et ça tombe bien puisque votre boutique ouvre dans le 1er février. Oui. Justement, on va y aller en avant-première. Vous allez pouvoir découvrir la boutique. Et puis on va aussi parler du contexte actuel et voir un peu comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir tant bien que mal. Tout ça, ce sera dans la boutique tout à l'heure. Moi, je compte bien faire mes courses pour mon jardin que je n'ai pas. Mais au moins pour celui de ma grand-mère, ce sera déjà ça. À toi, Anne Fonté. Allez, tout à l'heure, Evan. À présent, on ouvre notre chapitre emploi. Ce matin, on fait découvrir les coulisses d'un métier peu connu, technicien en traitement des eaux. Voici le portrait de Romuald, 17 ans de métier. Je constate qu'il y a une dérive là sur le redox. Est-ce que tu pourrais aller faire un tour et vérifier la sonde? Je m'appelle Romuald Linas, j'ai 39 ans et je suis technicien d'exploitation. Ça fait 17 ans que je suis dans la société, ça fait 5 ans que je suis sur ce site. Alors ici, on collecte les eaux usées. Donc c'est les rejets que vous avez chez vous de votre eau qui sont pollués et notre charge c'est de le rendre à l'environnement dépollué et suffisamment de bonne qualité pour ne pas avoir un impact sur cet environnement. Je suis en train de faire le relevé des eaux qu'on a prélevées durant la nuit de façon à vérifier la qualité de l'eau en entrée de station. On fait la tournée de l'exploitation, on utilise nos sens, les yeux, les oreilles et le nez, l'odorat, qui nous donne des indicateurs sur l'état de la station. Je suis arrivé en tant qu'électromécanicien, donc ma seule spécialité était l'électricité et la mécanique. Et au fil du temps, je me suis intéressé à l'aspect biologique, à l'aspect chimie, à l'aspect traitement. Ça m'a fait grandir sur plein de points de vue. Ça donne une vue d'ensemble en fait. Et techniquement, ça fait évoluer, ça fait grandir en fait. Je prélève de la boue que je vais analyser ensuite sur différents paramètres dans la station.
de la station au laboratoire. Les avantages, je dirais, ce serait déjà d'avoir un métier qui bouge, qui n'est pas statique. On peut très bien être au bureau à faire une étude sur le remplacement d'une machine, comme être à l'extérieur et avoir les outils dans les mains. C'est complètement gratifiant de se lever le matin et de se dire qu'on rend service à la population et à l'environnement. On évite de dire station d'épuration parce que c'est quand même quelque chose qui est mal vu auprès de la population. C'est quelque chose qui a une image très sale, alors que pas du tout. Donc on préfère parler de traitement de l'eau. Expliquer aux gens, c'est très compliqué parce qu'ils ont une méconnaissance totale du métier. Donc il faut rentrer dans de la pédagogie et leur expliquer quel est l'intérêt du métier avant de commencer à leur expliquer ce qu'on fait en fait. Et là, d'un coup, on a une oreille attentive. Alors vous voyez ici, c'est l'eau qui arrive sur la station et ça, c'est l'eau qui en sort. On peut voir que l'eau est beaucoup plus claire en sortie. J'ai envie de dire aux jeunes, allez-y, venez nous découvrir, venez nous voir. Et vous allez voir, c'est un métier passionnant et avec beaucoup de perspectives d'évolution. C'était donc le métier de technicien en traitement des eaux. On va plus loin avec Sylvie Lissilour. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Alors vous êtes conseillère Pôle emploi à Brest. Le métier repose sur plusieurs missions autour du réseau d'assainissement et de la distribution de l'eau potable. Oui, en effet, les techniciens en traitement des eaux surveillent, entretiennent et assurent également la maintenance du réseau d'assainissement et de distribution de l'eau potable. Donc comme le dit la personne dans le reportage, c'est un poste très polyvalent. Quel diplôme faut-il avoir en poche pour exercer ce métier, Sylvie ? Alors ce métier est accessible à partir du CAP et jusqu'au bac pro, avec des formations quand même assez orientées vers tout ce qui est électromécanique et maintenance. Ici sur Brest, oui, pardon. Non, je vous en prie, continuez. Nous fonctionnons par exemple en partenariat avec Eau du Ponant, ici sur Brest, qui est une société publique et qui recrute, elle, tout au long de l'année. C'est vraiment en fonction des besoins que nous avons les offres d'emploi accessibles. Alors, quelles sont les autres compétences humaines qui peuvent servir d'atout aux candidats à ce poste ? La rigueur, la polyvalence et la disponibilité également, parce que la personne peut très bien aller d'un site à un autre dans la journée et se montrer très organisée également. Donc voilà, c'est les qualités principales qu'on peut rechercher chez ce type de personnes. Est-ce que c'est un secteur qui recrute en Bretagne ? Oui, tout à fait. Alors là, actuellement, quand on regarde sur l'application La Bonne Boîte, par exemple, on a actuellement 11 entreprises susceptibles de recruter dans ce secteur. Et avec l'application Nos offres, les offres, eh bien effectivement, Mes offres, ça permet aux demandeurs d'emploi d'être informés des recrutements en temps réel. Et quels sont les salaires pour terminer dans la profession ? Aujourd'hui, un technicien junior peut espérer avoir un salaire compris entre 1 800 et 2 300 euros bruts mensuels en fonction du profil. Merci beaucoup Sylvie pour toutes ces infos. À la prochaine. Au revoir. Et comme chaque jour, on fait le tour des bonnes initiatives solidaires dans la région. Ce matin, coup de projecteur sur l'association Un rêve, un sourire, où vous êtes bénévole, Jackie Leher. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors l'association, elle existe depuis 2006, c'est ça ? Depuis 2006, elle a été créée par un jeune homme qui était dans son année de baccalauréat avec 3 copains. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 270 rêves. Et cette association réalise le rêve des enfants porteurs de handicap ou qui ont des pathologies chroniques. C'est une association qui a grandi peu à peu et qui aujourd'hui a des adhérents dans toute la France, ce qui nous permet bien sûr d'avoir un rayonnement plus important et de toucher plus de personnes. Alors vous le disiez, 170 rêves réalisés. Quels sont les types de rêves que vous réalisez auprès de ces enfants ? Le panel est très important. Il y a bien sûr beaucoup d'artistes, de sportifs, mais aussi des attractions. Ça peut être... on a réalisé le rêve d'un enfant qui est allé sur la Tour Eiffel. Il n'avait jamais connu Paris. C'est aussi rencontrer l'armée, la marine, l'aviation à l'Andivisio. Donc des rêves extrêmement différents. Et ces rêves sont réservés à... Nous n'avons pas d'exclusive en termes de handicap. Tout enfant qui est porteur de handicap ou d'une pathologie chronique peut le faire. Nous n'avons pas d'exclusive sur la pathologie. Seul le médecin pourrait empêcher la réalisation d'un rêve.
Donc ils sont très multiples, très amoureux. Et quels sont les rêves les plus marquants auxquels vous avez participé, par exemple? Je vais prendre le dernier, puisque c'était un jour avant le confinement. C'était à Sète et Thomas est un enfant déficient visuel et qui a voulu rencontrer, sa famille voulait le faire rencontrer l'émission Demain nous appartient, les acteurs. Mais la particularité de notre association, c'est que le rêve se fait par surprise. Et c'est aussi le premier rêve qu'il réalisait. Notre association ne réalise pas tous les rêves des enfants. On ne réalise que le premier rêve. C'était une volonté du président Jérémy Aymon. Et lorsque nous sommes arrivés à Sète, bien sûr, il ne savait pas, il a cru reconnaître Sète, mais il n'a pas fait. Et il n'a compris qu'il était arrivé dans les studios que qu'on était à la porte de studio. Donc imaginez l'émotion de cet enfant, de cet adolescent de 17 ans, qui vit quand même une galère tous les jours et qui là voit son rêve se réaliser. Nous sommes rentrés dans le studio et ce qui nous a beaucoup touché, c'est la disponibilité de l'équipe de Demain nous appartient. Et pendant toute la journée, le producteur lui a permis de lancer les rushs. Donc ça a été une journée assez formidable. Et aussi, c'était une journée formidable aussi pour les parents. Hein. C'est important dans les rêves que les parents participent et même pour vous, c'est aussi un objectif. Oui, alors c'est pour ça que l'une des caractéristiques de l'association, c'est que nous accompagnons les enfants en rêve, systématiquement. Alors, il se crée des liens en 48 heures, bien entendu, beaucoup de choses se nouent, et nous accompagnons après les rêves. Nous avons des contacts avec les familles aujourd'hui. Par exemple, Thomas, je sais qu'il est en formation dans la société LCE, Expert Entreprise, que je remercie d'ailleurs parce que je l'ai assez régulièrement. Et il est aussi suivi par l'association Angèle Vanier qui s'occupe des déficients visuels. Donc je participe un peu à ma manière à sa vie. Et je crois que c'est l'une des grandes valeurs de notre association. Le rêve est terminé, on n'abandonne pas les familles. Pour Noël, j'ai appelé tous les enfants, toutes les familles avec qui j'avais réalisé des rêves. Et c'est assez poignant, assez touchant. Merci beaucoup Jackie Leher de nous avoir présenté votre action solidaire et bon courage à vous en ce contexte sanitaire. Et vous aussi, depuis chez vous, saviez-vous que vous pouviez rendre un bébé heureux en le câlinant? Et oui, ça peut devenir une activité bénévole, regardez. Les pauvres petits bouts de chou, tout seuls à l'hôpital, c'est triste. Tu sais que tu peux te porter bénévole pour les câliner? Les nouveau-nés ont toujours besoin d'une présence réconfortante, encore plus s'ils sont hospitalisés. Quand les parents ne peuvent pas être présents toute la journée et que le personnel hospitalier est occupé, c'est là que vous pouvez entrer en jeu. En câlinant ces bébés, vous leur apportez la force de guérir et une sécurité affective indispensable à leur développement. Pour être câlineur bénévole, il faut être âgé d'au moins 20 ans, s'engager pour une durée minimum d'1 an et être membre d'une association agréée. Dans chaque hôpital, il existe un chargé de relations avec les associations que vous pourrez contacter. Il vous indiquera lesquelles sont présentes. Laura, 49 ans, professeure de yoga, s'est engagée depuis longtemps auprès de l'association Main dans la main. Depuis 20 ans maintenant, je me rends à l'hôpital Necker tous les mardis matins pour prendre soin d'enfants malades. Je les câline, je joue avec eux, je leur chante des chansons ou j'échange avec des parents qui éprouvent le besoin de parler. Quelle joie de sentir que l'on fait du bien à ses enfants ou de s'entendre dire « Quand est-ce que tu reviens, Laura ?» Pour mes propres enfants, ils ont toujours été admiratifs de cet engagement et me demandent régulièrement des nouvelles des enfants malades. Ils se rendent compte à quel point ils ont de la chance d'être en parfaite santé. Parce que les bébés ont besoin d'une affection de tous les instants, vous aussi devenez câlineur de bébés à l'hôpital. Voilà, vous savez tout sur les câlineurs de bébés. À vous de jouer maintenant. Allez, on prend la direction de Plouguemelen. C'est ça, Evan? À défaut de te câliner, tu câlines une peluche, c'est ça? Et oui, entre Vannes et Auray. Eh ben non, c'est pas une peluche, c'est une sorte de chien de jardin.
hein, c'est ça Tout à fait, un Gwenaëlle chien de jardin. Puisque ici, aux Fleurs des Sept-Îles, eh bien, vous avez un point de vente qui va ouvrir le 1er février, notez-le bien dans vos agendas. Et donc, on peut trouver ce superbe chien que je réserve tout de suite. Parlons plus sérieusement, Gwenaëlle. Il y a eu, à l'annonce du premier confinement, beaucoup d'horticulteurs qui ont dû jeter des fleurs. Est-ce que vous avez fait partie de ces gens-là ? Malheureusement, oui, parce que c'était en pleine période de vente pour nous. Donc, comme tout a été fermé, on s'est retrouvé à la fin du printemps à jeter entre 200 et 250 000 plantes. Ça représente quel pourcentage de votre Pour production ? nous, on a perdu 25%. Pour la filière, c'est 14% en moyenne de perte pour tout le monde et encore plus pour les fleuristes notamment. Et quand on voit que tout ce qui va être alimentaire, par exemple, va être considéré comme des produits essentiels, j'ai envie de dire, les plantes, finalement, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas l'être aussi ? Ça apporte tellement de joie. C'est ce qu'on demande, à ce que ce soit reconnu comme produit essentiel. Pour deux choses, déjà, ça ne se stocke pas. Donc si ce n'est pas vendu, c'est perdu, c'est jeté. Et travailler pour jeter, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Et puis deuxièmement, les plantes, les arbres sont importants aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue bien-être, que ce soit d'un point de vue écologique. On a besoin de végétaliser encore plus, d'où... Et d'avoir les mains dans la terre un petit peu. Oui. Et on va se mettre un peu là, parce que comme ça, la caméra, c'est joli, il y a des arbres derrière, c'est plus sympa. Tout le monde parle d'un potentiel 3e confinement dans les jours à venir. Comment vous vous sentez si jamais c'est le cas ? Comment est-ce que vous comptez faire comment vous comptez vous adapter ? Je vais y arriver. Alors c'est vrai que ça nous inquiète beaucoup parce qu'on a tellement perdu au premier, on a perdu un peu au deuxième. Il a fallu se réadapter. Donc nous, ça, on sait faire. On est s'adapter, on sait respecter les gestes barrières. Vous voyez l'espace qu'il y a dans nos endroits. C'est pareil dans les jardineries aussi. C'est des grands espaces. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On a essayé de se réinventer avec des click and collect, des choses comme ça. Mais si demain, les espaces de vente, les jardineries ne sont pas ouvertes, c'est vrai que ça nous inquiète beaucoup. Et puis vous n'êtes pas tout seul, vous êtes regroupé, toute la filière est regroupée au sein d'un seul et même syndicat, il me semble. Oui, c'est Valor, donc, qui représente l'interprofessionnalisation, donc les producteurs, tout le système de commercialisation à travers les jardineries, les fleuristes, les paysagistes, et donc ils sont tous attentifs à ce qui va se passer là, dans les jours à venir. Bon alors justement, pour vous donner envie de venir acheter des plantes très très bientôt, on vous a préparé une mini sélection de plantes qu'on peut planter dès maintenant quasiment. Oui, alors tout ce qui est vivace, on peut toujours les planter, ça c'est pas un souci, notamment des jolis euchères, des feuillages vraiment colorés. Présentés avec brio. Et ne pas oublier pour les jardins, une fois qu'ils seront prêts, tout ce qui est arbres, arbustes, fruitiers, c'est le moment février-mars de les planter. Et ensuite, un peu de patience et on arrivera aux légumes, aux annuels, ensuite en avril-mai. Ça, c'est la meilleure partie. Et puis, pour finir sur une petite touche rigolote, vous participez aussi chaque année au concours des maisons fleuries de Plougoumelaine. La commune de Plougoumelaine fait un concours des maisons fleuries et récompense, il y a vraiment des belles maisons, vraiment des gens qui font les efforts. Beaucoup sont clients ici, forcément, et récompense en leur offrant des bons d'achat. Des Fleurs des Sept-Îles. Voilà, et bien même si vous n'êtes pas de Plougoumelaine, n'hésitez pas à venir ici aux Fleurs des Sept-Îles. Et Anne Fanté, vu que je sais que tu n'as pas la main verte, je t'ai ramené un petit cactus, ça au moins ça ne demande pas trop d'entretien. Sympa. Merci Gwenaëlle. Sympa, merci beaucoup. Cadeau. Allez, salut Evan, à demain. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Demain, au programme d'Ensemble Semis, on se saisit du moral de nos enfants. Comment vivent-ils cette crise sanitaire ? Ce sera notre dossier du jour. Dans un instant, à suivre votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Hey, hey.